Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sport bien actuel pratiqué par des milliers de personnes à travers le monde et dont les origines remontent à une tradition autochtone millénaire, le Téwaraton, mieux connu sous le nom de jeu de crosse. Pour les autochtones d'Amérique du Nord, notamment les sociétés iroquoises, il s'agissait en réalité d'un rite majeur, porteur de signification sociale, diplomatique et spirituelle. Le Téwaraton pouvait par exemple régler des conflits, célébrer des événements, préparer à la guerre et même participer à des guérisons. Au 19e siècle, ce jeu sacré a suscité la fascination des Euro-Canadiens qui l'ont progressivement transformé en un sport institutionnalisé, codifié et adapté aux conventions des activités sportives modernes, suscitant alors l'engouement des foules. Cependant, cette appropriation n'était pas neutre. S'inscrivant dans un contexte identitaire et colonial, la crosse devenait en fait un symbole important de la jeune nation canadienne. Pour mieux comprendre l'histoire fascinante d'un sport qui regagne en popularité, Mathieu Lavigne reçoit Daniel Ferland, historien diplômé de l'Université de Sherbrooke et auteur de l'ouvrage « Du Téwaraton à la crosse, rapport entre autochtones et euro-canadiens dans le jeu de crosse au XIXe siècle », un livre publié chez Septentrion en 2025. Passionné par les diverses ramifications de ce jeu, Daniel Ferland a lui-même pratiqué la crosse pendant près de 40 ans. Daniel Ferland, bonjour. Bonjour. Daniel, merci d'avoir accepté l'invitation à participer à cet épisode de Confluent. Est-ce que ça te va si on se tutoie? Oui, c'est parfait pour moi, oui. Magnifique. Allons-y. Donc, Daniel, en 2025, tu as fait paraître chez Septentrion l'ouvrage du Téwara... Oh, là, il va falloir que tu m'aides, je pense, pour ce mot-là. Du Téwaraton à la crosse, rapport entre autochtones et euro-canadiens dans le jeu de crosse au 19e siècle. C'est un livre tiré de ton mémoire de maîtrise en histoire. Cela dit, la crosse n'est pas pour toi qu'un champ de recherche. C'est un sport que tu as pratiqué pendant une quarantaine d'années, rien de moins. Daniel, comment s'amorce ta passion pour ce sport? Ça a commencé, moi je suis natif de Limoilou, en banlieue de Québec, c'est un petit quartier. Et puis au départ, j'étais un lanceur de baseball. Et puis après une pratique, il y avait un groupe de jeunes dans un champ avec des drôles de bâtons. On se demandait bien qu'est-ce que c'était. Puis il y avait 2 filets, un à chaque extrémité. On est allé voir ces jeunes-là, puis la curiosité a fait en sorte qu'on a tombé sous le charme de ce sport-là. Et puis on s'est inscrit, puis on est allé jouer ce qui s'appelait à l'époque le Parc Victoria à Québec. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer mon Pee-wee, Bantam, Midget, jusqu'à mon junior chez les Caribous de Québec, qui faisait partie de la Ligue junior majeure du Québec. Puis, par la suite, après ça, avec les Montagnards de Québec, une équipe senior. Fait que j'ai joué une quarantaine d'années à ce sport-là. Puis, plus vieux, j'ai continué à jouer jusque dans ce qu'on appelait les All-Sticks. C'était, pour les hommes de 35 ans et plus. Ça comprenait des joueurs amateurs puis des anciens professionnels. Ah oui. Fait que j'ai joué avec eux autres une dizaine d'années. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis, après ça, à l'aide d'une dizaine de membres, on a formé un comité. On a relancé la crosse mineure dans les cantons de l'Est, à Magog, à Windsor, à Sherbrooke, etc. Ah oui. Et donc, Daniel, après avoir joué à la crosse de nombreuses années, ce sport-là, tu l'as étudié, tu as étudié son histoire. Donc, plongeons dans ce récit historique. Alors, Daniel Ferland, avant l'arrivée des Européens, avant le contact, quel peuple autochtone pratiquait ce qui a par la suite été appelé la crosse? En ce qui me concerne, mon champ d'études, c'était surtout l'Amérique du Nord-Est. Puis c'est la région des Grands Lacs, tout ça. Puis ce sont les Iroquois, les 5 nations iroquoises. Là. Oui. C'est la Confédération iroquoise que j'ai étudiée en particulier.
concernant le jeu de la crosse. Qu'on appelle souvent les Haudenosaunee. Oui, c'est ça, mais ce qui comptait les Mohawks, les Onondaga, etc., Gunawin. Maintenant, on les appelle les Six Nations parce qu'il y en a une qui s'est rajoutée au 17e siècle, là, une nation de plus. Là. Mm-hmm. Mais à l'époque, là, qui nous intéresse, à ce moment-là, il y était 5 nations. Et Daniel Ferland, donc du côté du peuple iroquois, la crosse était beaucoup plus qu'un sport. Quelle place occupait ce sport au niveau social, à l'intérieur même des communautés iroquoises? Bien, c'est sûr que ce sport-là occupait beaucoup de place dans la culture iroquoise, là, au niveau social, économique, éducatif, puis même médicinal. C'est que à cette époque-là, le chaman iroquois utilisait 3 types d'approches pour guérir un malade. Il utilisait, comme on s'en doute, là, des plantes médicinales pour soigner son malade. Après ça, il écoutait les désirs du malade. Si le malade avait rêvé, parce que les Iroquois croyaient à l'interprétation des rêves, s'il avait rêvé qu'une partie de crosse faisait en sorte qu'il pouvait retrouver sa santé, là, le chaman organisait à l'intérieur de la tribu une partie de crosse qui était supposée d'aider le malade en question à retrouver la santé. C'est comme si chaque membre de la tribu se trouvait concerné par la maladie d'un des leurs. Puis, si les 2 premiers moyens n'avaient pas fonctionné, bon, ben là, à ce moment-là, le chaman avait recours à certains rituels, à de la magie, puis en dernier recours, si ça n'avait toujours pas fonctionné, le chaman arrivait à la conclusion que c'était un autre chaman d'une autre tribu qui avait lancé un sort à un de ses membres. C'était jamais de sa faute. Non, c'est jamais la faute du chaman. Puis si le patient survivait ou bien s'il mourait, ben là, c'était la volonté du grand créateur. Fait que les membres de la tribu ne pouvaient pas tellement remettre ça en cause. Ah oui, oui. Donc il y avait une dimension curative. Hein? La crosse était une façon de soigner. Il y avait aussi une dimension, je crois, diplomatique. Hein? La crosse avait un rôle aussi dans les relations entre les communautés intercommunautaires. Absolument, oui. Imaginez-vous il y a 2 tribus qui, la même année, veulent le même territoire de chasse. Bon, là, il y a des réunions, ils s'assoient, ils discutent, mais ils n'arrivent pas à s'entendre sur qui va avoir ce fameux territoire de chasse-là. Donc, à ce moment-là, ils organisent une partie de crosse. Puis, durant la partie de crosse, les Iroquois, eux autres, aimaient beaucoup parier. Fait que, pendant la partie de crosse, là, les gens vont parier des vêtements, des armes, de la poterie, etc. Puis, après la partie, l'équipe gagnante va savoir octroyer le territoire de chasse pour cette année-là. Et puis, tout ce qui a été ramassé durant le pari, durant la partie, va être redistribué à chaque membre de la tribu de façon équitable pour, justement, éliminer les tensions sociales à l'intérieur du clan. Ah oui. Donc, à l'intérieur même de la communauté, il y a une dimension, ça nourrit le tissu social, en quelque sorte, la cohésion sociale. Oui, exactement. Ça enlève toutes les frictions internes, la jalousie, l'envie. Et puis aussi, il y a le côté éducatif aussi qu'il ne faut pas négliger. Là. Ce sport-là, ce jeu-là aussi, c'était vraiment important. On s'en servait là, pour conditionner les jeunes au combat plus tard parce que, ça leur apprenait à éviter les coups, ça leur apportait une plus grande endurance, etc. Ça les préparait à une future guerre. Parce que le jeu de la crosse, en fait, c'était un jeu, oui, d'affrontement, mais c'était aussi ce qu'on appelait une guerre mimée. Une guerre mimée, ah oui. Oui, une guerre mimée. C'est parce que lorsque les premiers Européens sont arrivés, entre autres les Jésuites, se sont aperçus, il y avait dans une clairière 3, 4, 500 guerriers iroquois qui étaient en train, eux, ils pensaient que c'était une guerre. Finalement, en se rapprochant, ils ont vu que c'était une forme de jeu. Et puis, encore en étant plus proches, ils ont vu la forme des bâtons. Puis, en prenant un bâton dans leurs mains, ils se sont aperçus que ça ressemblait à la crosse d'un évêque. C'est pour ça le nom aujourd'hui de la crosse. Ah, c'est ça, parce que le nom en langue iroquoise, donc c'est le Tehuaraton, c'est bien ça? Le Tehuaraton, ça veut tout simplement dire jeu de hanche. Chez les Iroquois. Ah oui? Jeu de hanche. Puis chez les Hurons, qui partagent la même famille linguistique que les Iroquois, les Hurons parlent iroquois,
Pour eux, ce jeu-là, l'interprétation du nom, c'est coup sur les mollets. Fait Ah que, oui. tu vois que bon, l'interprétation chez, chez chacun est un petit peu différente, mais il reste que, comme je disais, c'est une guerre mimée. Ce n'est pas un vrai affrontement, mais et en plus, ce sport-là était pratiqué aussi pour plaire aux créateurs parce que c'est lui qui leur avait donné ce jeu-là. C'est ça, il y a une dimension spirituelle à ce jeu-là. Oui, oui, c'est vraiment, là, oui, parce qu'il y a certaines parties, bon, comme je parlais tantôt de 300-400 guerriers les uns contre les autres, c'est plus pour le plaisir de jouer puis de régler des petits conflits. Mais quand venait le temps, c'était plus spirituel. À ce moment-là, c'était 7 joueurs de chaque côté qui représentaient certains dieux. Ça Ah oui. pouvait être le chevreuil, l'ours, le loup, mais ça avait une connotation beaucoup plus spirituelle à ce moment-là. Et les joueurs, les guerriers, je pense qu'il y avait une préparation. On le voit dans ton livre, Daniel. Les guerriers se préparaient, un Ouais. jeûnaient, ils se purifiaient. Question de se Ouais, rendre présentable devant le Créateur, hein, c'est ouais. bien ça? Quand c'était 7 contre 7, là, comme je disais, c'était plus spirituel. Bon, il était soumis à un régime. Pendant 16 jours avant et 16 jours après, les joueurs qui avaient été choisis, sélectionnés, avaient droit à aucun contact sexuel. Il y avait un régime bien strict à suivre également. Il était comme séquestré dans la maison longue, si tu veux, là. Mhm. Puis par la suite, bon, ben, il y avait des chants, des danses, puis fait que non, c'était très, très, très strict là, comme. Ben oui. Et donc, il y a des moments où on joue 7 contre 7 pour des parties qui sont davantage ancrées dans une spiritualité, qui ont une charge spirituelle. Il y a des parties qui se jouent à plusieurs. Là. Dans ton livre, Daniel, on comprend que parfois on pouvait jouer, là, c'était des dizaines et des dizaines de personnes qui étaient sur le terrain, sur un terrain très vaste. Là. Ouais, on peut dire que non seulement des dizaines, mais des centaines Hmm. de participants. Puis oui, le terrain était immense et c'était peut-être l'équivalent de 4, 5, 6 terrains de football là, pour s'imaginer un peu la grandeur. Là. Puis les parties pouvaient durer aussi une journée, 2 journées. Tu sais, le temps pour les Autochtones était complètement différent vis-à-vis les Euro-Canadiens. Là. Mhm. Aucun rapport. Il n'y avait pas la même perception du temps. Mhm. Oh, oui. Et Daniel Ferland, est-ce que tu peux nous décrire l'équipement qui était utilisé par les Iroquois au moment de pratiquer le sport de la crosse, le Teoaraton, disons, avant le contact avec les Européens? Avant le contact avec les Européens, bon, il y avait le fameux bâton. C'est un bâton qui était fait en noyer blanc d'Amérique, parce que c'était une matière qui était facile à courber. Il y avait une technique pour courber ces bâtons-là. On faisait chauffer des pierres et puis, bon, on trempait le bâton dans l'eau pendant une journée ou deux. Puis là, bon, avec la chaleur, on réussissait à donner une courbe au bout du bâton. Puis après ça, on utilisait de la peau de chevreuil ou de caribou pour faire le panier. Et puis sur les côtés, on prenait des nerfs d'animaux pour faire. Bon, il y a un côté qui est plus rigide là, sur le bâton de crosse. Je ne sais pas si vous n'avez déjà vu Oui, 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 oui. l'ancien bâton. Ben ça, c'était plus des nerfs pour Hmm. solidifier le bâton. Puis après ça, il y avait la fameuse balle. Là. La balle, là, on prenait une peau d'animal, on mettait de la mousse puis de la roche là-dedans, puis après ça, on cousait ça avec des tendons d'animaux. Ça faisait votre balle. Mais il y avait plusieurs façons aussi de faire des balles. On pouvait prélever un nœud dans un arbre, de préférence un pin, puis on prenait cette boule-là, on la faisait chauffer un peu au-dessous du feu pour la rendre plus dure. Ça, c'était une autre sorte. Et puis, troisième aussi, on pouvait prendre la tête d'un esturgeon qu'on virait à l'envers, puis ça faisait votre balle aussi. Fait que Ah tu oui. vois, il y avait plusieurs techniques de faire des bâtons, des balles, très différentes après ça. Quand les Euro-Canadiens vont arriver, déjà les bâtons vont évoluer jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est des bâtons en titanium avec des paniers en plastique et puis en nylon. Hein. Mhm. C'est plus la même chose. Ça a évolué énormément de ce côté-là. Confluent rencontre l'historien Daniel Ferland.
Daniel, parmi les premières descriptions européennes qui sont faites du sport de la crosse, il y a celle des Jésuites qui débarquent en Amérique donc au 17e siècle. Quel regard posent alors les Jésuites sur le sport de la crosse? Pour eux, comme je disais tout à l'heure, quand ils ont vu ça, c'était pour eux une guerre. Ils étaient convaincus que ce sport-là servait juste au conditionnement des guerriers pour la guerre, mais c'était loin de ça. Mais ce qui est arrivé, par exemple, avec la christianisation, c'est que tous ces rituels-là se sont perdus. Parce que pour les Jésuites, les croyances des chamans, ça allait à l'encontre de la religion catholique. Ils ont commencé à mettre des pressions sur les Wendat, sur les Mohawks, sur les Onondaga, pour qu'ils mettent ces rituels-là de côté. Donc, la religion catholique a beaucoup interféré dans la culture, dans les croyances autochtones, malheureusement. Fait que la crosse, par le fait même, a été altérée par les croyances catholiques. Mm-hmm. Et Daniel, c'est au 19e siècle que les francophones et les anglophones vont commencer à s'intéresser à la crosse et à vouloir y jouer. Comment qualifier la relation des francophones et des anglophones avec ce sport qui a des racines autochtones? Est-ce qu'on peut parler d'une relation qui, au 19e siècle, passe de la fascination à une forme d'appropriation? Ça a commencé réellement, là, le premier article qu'on retrouve dans les journaux de l'époque, en 1834, c'était surtout des parties d'exhibition entre Autochtones. Et puis, plusieurs Euro-Canadiens francophones et anglophones ont assisté à ces parties d'exhibition-là, puis c'était le coup de foudre. Fait que plusieurs années plus tard, dans les années 1850, entre autres, les Euro-anglophones ont commencé tout de suite à créer des équipes et puis à commencer à jouer contre des équipes autochtones, des équipes iroquoises. Mais c'était, il n'y avait pas de ligue formée à ce moment-là. C'était juste de la curiosité, tout ça. Et puis les équipes iroquoises, sortaient toujours gagnantes là, d'un affrontement avec une équipe euro-canadienne à ce moment-là. Il faut attendre 1860 avec l'arrivée du docteur William George Beers, dentiste, athlète, éditeur, auteur et rédacteur en chef en plus. Et tous les talents. D'une revue qui s'appelait Dentistery. Cet homme-là n'a pas été juste un grand athlète, mais c'était aussi un grand scientifique. Il a écrit pas moins d'une vingtaine d'articles dans des revues scientifiques de l'époque pour faire reconnaître la profession de dentiste à l'époque. Donc, cet homme-là, il a sorti une première brochure, je disais, en 1860, codifiant le jeu de la crosse. Puis après ça, il faut attendre 9 ans, en 1869, pour que ce même Dr. Beers écrive un livre dont le titre est The National Game of Canada, dans lequel il va expliquer de long en large les règlements concernant la crosse. Un, entre autres, ça va être la grandeur du terrain. Il y a une limite maintenant. Oui. Deuxièmement, la partie de crosse, ça ne durera plus une journée, 2 jours ou 3 jours. Ça va durer 2 heures. Et puis, le Dr. Bill aussi va imposer un code vestimentaire. Les équipes devront porter un uniforme de couleurs différentes. Tout le monde devra être habillé de la même façon et avec des couleurs différentes. Ça, c'est un autre aspect. Puis les Iroquois, eux autres, vont se plier à tous ces nouveaux règlements-là pour pouvoir continuer à jouer avec des équipes canadiennes. Mm-hmm. Ah oui. Et quelle place pour les femmes dans cette histoire? Les femmes, autant du côté euro-canadien que du côté autochtone, ne peuvent pas jouer à la crosse. Sauf dans une tribu que mes recherches m'ont conduit chez les Santis du Minnesota. Les femmes avaient droit de jouer, mais entre elles seulement. Même aujourd'hui, c'était difficile à faire accepter aux anciens Iroquois de faire en sorte que les femmes puissent jouer. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question. Tu as le championnat mondial de crosse senior, junior chez les hommes autant que chez les femmes. Puis maintenant, ça comporte des dizaines et des dizaines de pays maintenant qui évoluent. Les femmes ont leur équipe, leur association, ce qui n'était pas le cas au 19e siècle, à l'époque dont on traite présentement. Mm-hmm. Il y a une femme qui a créé, je crois, une des premières ligues amateurs. C'est à la fin du 19e siècle, une femme européenne. Oui, c'est une femme. Ça, c'est une exception. On parle des années 1891-1892.
une femme du nom de Madame Julien Martineau, dont le vrai nom, c'est Joséphine Dompierre, c'est une femme de Saint-Cunégonde. Elle avait un fils du nom de Julien qui, avec des amis, ont voulu partir une équipe de crosse. Bon, mais cette femme-là trouvait que ce sport-là était trop violent parce que la crosse a longtemps traîné avec elle cette réputation de jeu étant violent, de violence. Donc, elle a décidé de former une association sportive qui a duré pas moins d'une 50aine d'années. Puis c'était une des associations sportives canadiennes-françaises les plus importantes au Canada. C'est quand même pas rien, là. Une pionnière, là. Oui, oui. C'est quand même phénoménal pour l'époque qu'une femme ait pu prendre sa place dans un monde d'hommes, là. C'est, Tout à fait. Et Daniel Ferland, ben, cet intérêt pour la crosse du côté des francophones et des anglophones, ben, ça survient au 19e siècle, on le disait, c'est pas anodin. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a là un contexte politique, voire identitaire, dans lequel s'inscrit cet intérêt pour la crosse? Oui, surtout chez les Euro-Canadiens anglophones, parce qu'à l'époque, le clergé, lui, du côté francophone, la religion catholique était en défaveur du sport. On trouvait que c'était mauvais pour la santé, puis on privilégiait plus l'aspect spirituel chez la personne et non pas l'aspect, sportif, etc. Tandis que chez les protestants, on encourageait beaucoup la pratique du sport. Et puis, c'est pour ça qu'à un moment donné, dans les années 1867, le docteur William George Beers a voulu faire en sorte que la crosse soit reconnue comme sport national d'été du Canada. Mais ça n'a pas fonctionné. Il va falloir attendre 1994 avec une madame du nom de Suzanne Tremblay, députée du Bloc québécois, qui va faire passer cette motion-là à la Chambre. Et puis, c'est seulement depuis 1994 que ce sport-là est officiellement reconnu comme sport national d'été du Canada. Les anglophones vont partir une ligue, la Ligue canadienne de crosse. Et puis, cette première ligue-là va compter 6 équipes, dont 2 équipes iroquoises, Pecnawaga et Akwesasne. Et puis, on va faire plusieurs années, on va se rendre jusqu'à les années 1880. Les Autochtones sont toujours acceptés dans cette ligue-là. Très, très, très peu de francophones, comme je le disais. Les francophones vont s'intéresser à la crosse à partir des années 1885-1890. Mais au début, la codification, le langage est uniquement anglophone. Juste pour te donner une idée, là, la position des joueurs sur le terrain. On parle de defender, on parle de pointman, de center. C'est tous des noms anglophones. Oui. Ça a été codifié par M. George Beers. Ah oui. Daniel Ferland, mais je rappelle le titre de ton ouvrage, Du Téoaraton à la crosse, rapport entre autochtones et euro-canadiens dans le jeu de crosse au 19e siècle. C'est un livre publié chez Septentrion. Dans cet ouvrage-là, Daniel, tu reviens sur un événement qui est survenu en 1883, c'est-à-dire une grande tournée d'exhibition qui s'est alors tenue en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'une analyse historique de cet événement vient nous apprendre? Bien, c'est que, il y avait eu une première tournée en 1876 en Grande-Bretagne. En Écosse, en Irlande, au Pays de Galles, en Angleterre, tel quel aussi. Et puis, il est arrivé un événement triste, disons, le 5 juin 1880. La Ligue canadienne de crosse a expulsé tous les joueurs autochtones de sa ligue. Plus aucun joueur ne pouvait jouer pour une équipe canadienne. Aucune équipe iroquoise pouvait participer à un championnat canadien. Donc, cette fameuse tournée de 1883, les Iroquois vont accepter d'y participer, mais ils n'enverront pas leurs meilleurs éléments parce qu'on peut s'en douter, ils étaient frustrés de s'être fait montrer la porte en 1876, mais ils vont quand même y aller, accompagnés d'une équipe euro-canadienne. On part en Grande-Bretagne faire cette fameuse tournée-là, et puis on fait la promotion du nationalisme canadien naissant, mais ce qu'on ne dit pas aux immigrants qu'on veut ramener au Canada pour aller cultiver les terres de l'Ouest, c'est qu'il y a déjà des gens qui sont établis sur les territoires du Nord-Ouest.
On attirait des immigrants pour développer les terres de l'Ouest canadien. Et puis, bon, en même temps, on avait amené avec nous une équipe iroquoise pour faire la promotion aussi du nationalisme Ben, c'est canadien. ça. Donc, on va vraiment utiliser cette équipe iroquoise pour montrer un peu une équipe pacifiée, une image d'Autochtones Ouais, pacifiée. ouais, Puis on va c'est utiliser ça. cette équipe-là pour construire un Ouais. sentiment national canadien, attirer une population Ben, immigrante. c'est pour montrer aux gens de la Grande-Bretagne que regardez ce que nous avons réussi à faire, l'œuvre civilisatrice. Fait que là, il envoyait le signe que maintenant, vous pouvez venir prendre les terres de l'Ouest, les cultiver, il n'y a plus de problème, ils sont rendus gentils, il n'y a plus de danger pour vous, autrement dit. Là. Et durant cette tournée en Grande-Bretagne, il y a une équipe Mohawk, iroquoise, une équipe canadienne, si on peut dire. Et là, il y a une certaine séparation entre les deux. L'équipe Mohawk, l'équipe canadienne ne vivent pas dans le même hôtel. Ils sont Non. séparés, là. Ils sont séparés. L'équipe canadienne vont assister à des opéras, des cocktails, etc. Tandis que l'équipe iroquoise, elle, va être cantonnée dans un hôtel à part. Et puis les visites ne seront pas les mêmes. Les Autochtones vont aller visiter des zoos, entre autres. Ils vont aller visiter des jardins. Parce que ce sont des sauvages, ce sont C'est vraiment le regard paternaliste là, sur les paternalistes, Autochtones. puis un Colonialiste, petit peu, disons-le. oui, impérialiste, là, un regard. On les regardait de haut. Exact. Puis, parlant de ça, ça me ramène un petit peu avant. Là. C'est que le fameux congrès qui avait eu lieu le 5 juin 1880, l'administration de la crosse canadienne avait exclu les Iroquois de leur ligue, mais ça n'avait pas fait l'affaire des spectateurs, par exemple. Parce que j'ai trouvé un article dans la Gazette à ce moment-là qui trouvait que, étant donné le fait que les Euro-Canadiens et les Iroquois étaient rendus de force égale, on ne voyait pas pourquoi on mettrait les Iroquois là, hors de la ligue de crosse. Ça avait plus sa raison d'être. Et puis, il y a un journaliste qui finit par dire que les membres de l'association de crosse à ce moment-là regardaient de haut le frère autochtone. C'était récent. Il y avait quand même déjà, peut-être minoritaire, mais un discours qui tentait d'avoir une certaine égalité ou un respect. Un discours anti-ségrationniste, anti-raciste. Déjà à l'époque, les gens étaient sensibles à ces différences-là. On n'avait pas aimé que ce groupe d'hommes de la Ligue canadienne de crosse exclue les joueurs parce que on avait un grand respect pour les joueurs iroquois. C'était les meilleurs, puis on trouvait que ces joueurs-là, c'était vraiment des athlètes. Ils couraient plus vite, ils étaient plus habiles avec le bâton pour attraper la balle. C'est pour ça aussi que tous les règlements, la codification qui était fait dans les années 1860, ça a été fait aussi pour avantager les joueurs européens. Ah oui. En diminuant la grandeur du terrain, ça avantageait les Euro-Canadiens. Plusieurs petits aspects comme ça. Qui nous montrent justement la dimension coloniale de cette approche, de l'époque. Ah oui, absolument. Puis, heureusement, comme je disais, les Iroquois se sont repliés sur eux-mêmes, puis ont formé leur propre ligue jusqu'à pas tellement longtemps. Et justement, Daniel Ferland, aujourd'hui, quelle place prend la crosse, le Teoaraton en milieu iroquois? Pensons notamment aux communautés Mohawk de Kanesatake, Kanawake ou Akwesasne qui sont plus près de chez nous. La place de la crosse, quelle est-elle aujourd'hui? De plus en plus grande, parce qu'aujourd'hui, vous avez plein de championnats mondiaux hommes-femmes. Et puis, un événement extrêmement important qui va arriver bientôt, en 2028 quand même, à Los Angeles. La crosse fait maintenant partie officiellement des Olympiques. Donc, autrefois, les Iroquois jouaient pour l'équipe canadienne, pour des équipes américaines, mais maintenant, les Iroquois devraient avoir leur équipe nationale aux Olympiques. Ce serait une première, puis ça donnerait une visibilité extraordinaire aux Autochtones de l'Amérique du Nord en particulier. Parce que, vous comprenez que
c'est plusieurs milliards de personnes qui vont visionner, qui vont regarder les Jeux olympiques. Fait que non, c'est une belle fenêtre là, pour les Autochtones, pour les Iroquois. Là. J'espère que ça va se réaliser. Là. C'est quand même, là, c'est pas dans grand temps, c'est dans 2 ans. Hein. C'est ça. Oui, fait que non, ça. Et puis la crosse continue de bien se porter là, chez les communautés iroquoises. Là. Et puis, il y a une ouverture aussi entre les francophones maintenant depuis 4-5 ans. Là. Ah oui. Maintenant, les équipes du Québec vont greffer à leur équipe des joueurs iroquois. Ah oui. Ça devient un c'est lieu une de bonne rencontre, d'échange. Ça devient un lieu justement de vivre ensemble. Là. Oui, oui, enfin, moi, j'ai Oui. longtemps prôné ça. La réunion iroquois francophone, c'est quand même, tu sais, c'est des gens qu'on côtoie, c'est des gens qui vivent à côté de nous. Ben oui, ben oui. Les Ontariens ne se sont pas privés de faire ça, eux autres. Ça fait longtemps qu'ils greffent à 2 équipes des joueurs iroquois. Mais je suis content que finalement, au Québec, on se soit rapproché de cette communauté-là parce que moi, je les ai côtoyés de nombreuses années. Comme je te l'ai dit, j'ai joué une 40aine d'années. Je suis allé sur plusieurs réserves autochtones, là, à Syracuse, chez les Onondaga, à Kaknawaga, à Quatisni. C'est des gens qui sont fantastiques, qui sont accueillants, généreux. Moi, ça me fait chaud au cœur maintenant de voir ce rapprochement-là qui, enfin, est venu à bout là, de se réaliser. Là. Ben oui, le sport rassemble. Hein? C'est une des qualités du sport. Daniel Ferland, un grand merci vraiment de nous avoir raconté ce récit fascinant, une histoire qui perdure aujourd'hui, qui est toujours bien présente, qui s'inscrit dans le présent. Donc, Daniel, un grand merci encore une fois. Tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup. Merci. Merci à Daniel Ferland pour cet éclairage captivant sur l'histoire et les significations multiples du jeu de crosse. Son livre intitulé Du Téoiraton à la crosse est publié aux éditions du Septentrion. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. La production de cette émission est possible grâce au soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et de la Fondation Lucien Labelle.